Ah ouais, tu vas dans une salle? T'inquiète. C'est commencé. Bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous voir. On a aussi David avec nous, qui est déjà là, qui cherche une salle. Donc, donc, on va attendre gentiment que toutes les personnes inscrites se connectent et de voir et que David soit dans une super salle. J'en ai pas pour Euh, longtemps, t'inquiète. du temps que David trouve son espace, n'hésitez pas à nous dire dans le chat déjà si vous attendez des choses spécifiques de ce webinaire, si vous avez des questions, des choses que vous souhaitez qu'on évoque un peu plus particulièrement. Comme ça, on pourra très facilement appuyer certains points dans la présentation. Vous avez un espace chat dans Livestorm directement qui vous permet effectivement d'écrire. Donc surtout, n'hésitez pas. Le processus du webinaire est super facile. Globalement, on va vous présenter plusieurs sujets théoriques. On va faire des comparables de DNVB qui se sont déjà lancés à succès. Et puis après, on aura aussi David qui nous parlera de sa marque et de son développement retail. Donc, en fait, comme vous le savez, vous avez aussi soit l'espace chat, soit l'espace questions. N'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions, à échanger. On essaiera autant que faire se peut de répondre à toutes les questions. Et dans tous les cas, à la fin du webinaire, vous recevrez un lien pour revoir le webinaire et bien évidemment aussi, si vous avez des questions ou des choses, des sujets que vous souhaitez creuser, vous aurez aussi les contacts de David et pareil de notre côté sur Digital Native, si vous souhaitez nous contacter pour échanger, surtout n'hésitez pas. Donc, on attend que David s'installe et du temps, n'hésitez pas à chatter, à mettre des questions, qu'on se prépare à vous répondre. Ils sont grands tes bureaux, David. On va commencer dans quelques secondes. Alors David, en se déplaçant, a dû perdre la connexion, mais il va revenir dans quelques secondes. Juste Karim, je vois ta question. Tu parles d'une idée de points abordés sur le poids du e-commerce dans le développement du retail. Je suis pas sûr qu'on en parle en tout cas précisément. Ça va vraiment dépendre des marques. Tu vois, typiquement, tu vas avoir des marques qui sont très très retail dès le départ, comme par exemple Jimmy Fairly, où le poids de l'e-commerce va être finalement assez faible, c'est-à-dire 5, 10%, 15% maximum. Et d'autres qui vont être beaucoup plus mixtes. Nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est qu'une DNVB devrait garder la majorité de son chiffre d'affaires en e-commerce pour garder une très forte indépendance et maîtriser la chaîne de valeur. Mais si tu veux qu'on en parle plus en détail, on en parlera dans la suite du webinaire. C'est bon, David? Ouais, désolé pour les désagréments techniques. Non, mais j'avoue que le fond, du coup, est vachement plus stylé. Franchement, ça change T'as tout. vu, ouais. Parce que, pour dire, en fait, j'étais dans un espèce de placard à balai, donc parce que je savais pas que c'était filmé. Après, je me suis dit non, je peux pas. Il me faut un beau fond, donc voilà, j'ai changé. Ok, On est bon. super. Bon, en tout cas, merci à tous d'être là pour ce webinaire. On est un peu plus de 100 là connectés. Du coup, l'idée là, c'est de parler du développement retail quand on est une marque digitale, quand on est une jeune marque. Et donc en fait, déjà on va. Attends, il y a mon. Ah, attendez, putain. On va partager différemment. On va faire comme ça. C'est pas grave, il était sympa cet effet. Ouais, c'était chelou. On va faire comme ça en fait. Tac. Voilà. Du coup, en fait, on va vous parler du développement retail des DNVB. Donc déjà, on va rapidement se présenter. Bon, en tout cas, je suis ravi d'accueillir David dans ce webinaire. Qui est le fondateur et CEO des Miraculeux. Je te laisse te présenter, David. Oui, bah, je m'appelle David. Déjà, merci pour l'invitation, Vincent. Je suis ravi de faire un webinaire avec toi. Je m'appelle David, donc je suis fondateur des Miraculeux. On fait des vitamines et des compléments alimentaires sous forme de gummies. Donc chez nous, il n'y a pas de gélules, pas de comprimés, mais c'est sous la forme de gomme fruitée. Donc on essaye d'allier au mieux le plaisir, la santé,
Ça fait à peu près 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans que je travaille sur ce projet. Avant ça, j'ai travaillé 10 ans dans l'industrie agroalimentaire et dans d'autres startups. Et on a commencé à commercialiser en 2020 sur un modèle omnicanal dès le départ. Alors, digital en premier lieu, et le retail est venu assez rapidement. Donc, c'est un sujet qui me passionne et dont je suis ravi de parler avec vous aujourd'hui. Ah, t'es en micro coupé, Vincent. Ouais, excuse-moi David, bien vu. Et justement, c'est pourquoi l'omnicanalité dès le départ, c'est extrêmement rare chez les DNVB. La plupart des marques vont se lancer effectivement en digital, mais vont mettre plusieurs mois, voire années à faire un pas dans le physique. Et toi, ça a été effectivement très rapide. Qu'est-ce qui t'a poussé à ça? Ton produit, ton expérience? Enfin, c'était quoi l'élément déclencheur? Ben, en vrai, ça s'est déclenché un peu, c'est l'opportunité qui a déclenché la chose parce que Monoprix nous avait repéré en ligne au moment de notre campagne de crowdfunding, qui est d'ailleurs un bon moyen de se faire repérer quand on lance son produit. Et très rapidement, il nous avait dit qu'il voulait être les premiers à lancer, à distribuer en retail. Et en fait, c'est pour ça que ça a été si vite, ça a bien marché chez eux. Et donc ensuite, ils ont étendu à tout leur parc de magasins national et ça nous a ouvert les portes de plein d'autres distributeurs. Donc, ce n'était pas forcément un choix stratégique au départ. Comme tu disais, je pense on avait plutôt l'ambition de commencer online en se disant que c'était l'opportunité de créer de la notoriété, d'acquérir une première base client et de commencer à tester quelques métriques avant d'aller en retail. Mais si tu veux, le fait que ce soit passé comme ça, ben pour nous, ça nous allait très bien, mais ça nous a obligé aussi à revoir un peu le business model parce que vendre en ligne et vendre en retail, c'est pas du tout la même chose. Ouais, justement, on va y revenir. On va y revenir. Ok, super. Et mais du coup, bonjour à tous. Ravi que vous soyez si nombreux pour ce webinaire. Et merci David d'avoir accepté notre invitation chaleureuse. On a l'habitude de faire tous les mois régulièrement des webinaires avec des fondateurs de super marques sur des sujets parfois différents, enfin très souvent différents. La dernière fois, c'était Louis de Merci Andy sur le branding. Cette fois sur la partie retail. Et il y en aura bientôt d'autres sur encore d'autres sujets parce que les sujets de développement et de croissance sont quand même très larges. Et donc moi, je suis le fondateur et le CEO de Digital Native Group. Très rapidement, Digital Native Group, c'est un cabinet de croissance qui utilise les clés de succès des DNVB. Donc, on vous accompagne à la fois dans la partie retail, dans la partie e-commerce et stratégique pour accélérer votre croissance. Et en fait, les éléments clés que l'on met en place chez nous, c'est que tout ce qu'on fait a pour but de vous générer de la croissance. C'est quand même l'objectif principal chez nous. C'est d'avoir des stratégies applicables concrètement, c'est-à-dire on n'est pas là pour vous dire comment va évoluer le marché dans 15 ans. On est là pour vous donner des recos concrètes, immédiates et surtout aussi que vous soyez autonome et donc que vous gagnez en compétences, que vous puissiez vous-même aussi mettre en place ce qu'on vous recommande. Et donc voilà, on a travaillé avec un peu plus de 50 DNDB aujourd'hui, plus ou moins grandes, à différents étages. Et on va en parler un peu plus loin aussi. On a lancé un concept store dédié au DNDB qui s'appelle Market. Et on y reviendra un peu plus tard, justement pour aider les marques à se développer dans le retail, qui est un vrai sujet de croissance pour les marques. Alors, attaquant ce webinaire déjà par quelques chiffres marchés pour que tout le monde soit quand même au même niveau d'information sur l'importance du retail. En 2019, alors avec tout ce qui s'est passé en 2020 et ce qui continue de se passer en 2021, ça nous paraît à des années-lumière, mais en fait, en 2019, le retail pesait 90% du commerce de détail en France et l'e-commerce 10%. Donc, on voit quand même une majorité de business qui est très, très fort sur le retail. Bien évidemment, l'e-commerce prend des points très régulièrement. Et en fait, il y a des estimations post-Covid qui disent que globalement, le retail devrait peser maintenant 85, devrait peser du coup donc un peu moins qu'avant, entre 80 et 85% du business, et l'e-commerce 15-20%. Donc en fait, finalement, le Covid sur la partie e-commerce n'a pas été un changement de paradigme puisque l'e-commerce était déjà en croissance, mais par contre, a accéléré le modèle. En revanche, nous, la conviction que l'on a aussi, c'est que c'est finalement le retail va rester et pendant encore très 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 longtemps majoritaire. C'est juste que le Covid a finalement fait chuter malheureusement des enseignes qui étaient un peu vieillissantes, qui n'avaient pas pris le virage du digital et qui surtout avaient un nombre de points de vente absolument, absolument énorme, plus de 200, 300, 400 en France, donc vraiment étaient surdisposés, surreprésentés sur le marché, et qui du coup ne s'étaient pas datés au nouveau mode de consommation. Nous, on pense que le retail n'est pas mort, il doit juste être différent. Et aussi, pourquoi le retail présente de très belles opportunités, c'est qu'en fait, juste quelques chiffres, mais les coûts d'acquisition en ligne
Donc vraiment, le budget que vous mettez en fait pour récupérer un nouveau client a augmenté de 50% sur les 50 dernières années. La hausse de la vente en e-commerce augmente très fortement, mais aussi du coup les coûts d'acquisition, puisque à un moment donné, il y a un nombre d'inventaires fini sur un nombre d'emprunt infini, donc ça devient toujours plus compliqué. Et puis surtout, ça c'est un chiffre quand même qui est très important et que cite la FEVAD, c'est que 50% des ventes de produits réalisées sur Internet sont effectuées sur des enseignes magasins. C'est-à-dire que le retail n'est pas qu'un canal de distribution, c'est pas qu'un canal en fait de autre que votre e-shop, c'est surtout en fait un canal de notoriété, de visibilité, de rassurance, et du coup qui doit finalement servir aussi votre e-shop. Et donc nous, on pense vraiment que l'e-commerce bien évidemment progresse, mais le retail il n'est pas du tout mort, il doit juste se réinventer, il doit être différent. Et donc l'objectif en fait de ce webinaire, c'est de vous parler des différents canaux de distribution qui sont souvent utilisés par les DNVB. Alors bien évidemment, on ne va pas détailler chacun de ces canaux en détail. L'idée, c'est de vous donner une overview, que vous ayez pas mal d'infos et que aussi David vous donne des feedbacks. Et donc, en fait, on va regarder finalement les étapes qui sont utilisées pour développer son retail. Déjà, le pop-up, qui est quand même un élément très important pour tester. Et puis après, la boutique en propre et le wholesale. Donc, en fait, pour commencer par le pop-up, en fait, déjà, en pur avantage et inconvénient, c'est déjà souvent le premier levier qui est utilisé. C'est-à-dire, c'est souvent le premier levier que vous allez voir utilisé par les DNVB. C'est en fait le levier, on va dire, le plus simple à tester. Parce que ça vous permet, déjà, parce qu'en fait, les investissements, ils sont un peu importants, mais pas non plus insurmontables. Ça vous permet de rencontrer votre communauté. Ça vous permet aussi de tester votre produit. Vous avez une maîtrise de l'image qui est vraiment forte. En revanche, et ça, c'est les petits points que je pourrais vous donner de conseil, c'est très souvent quand même l'investissement, il est assez important pour le temps que vous y restez, parce que si vous voulez rencontrer votre communauté, avoir une bonne image, globalement, vous ne pouvez pas arriver avec un merchandising, avec des mobiliers qui sont totalement foireux. Vous devez avoir quelque chose de qualitatif, donc investir un minimum en mobilier, investir en RH, puisque vous êtes présent ou vos collaborateurs vont être présents dessus. Donc en fait, généralement, ça représente quand même des investissements financiers humains assez importants, et surtout, du coup, je pense qu'il est important d'y rester un minimum de temps, c'est-à-dire en dessous de 3 mois, 6 mois. Globalement, vous ne testez pas assez l'intérêt du retail. C'est-à-dire, vous pouvez faire un coup de com', mais j'ai envie de dire, du coup, ce budget de pop-up, il doit rentrer dans la branche, on va dire, communication. Mais si vous voulez tester votre développement retail, si vous voulez tester l'appétence de votre produit, que vous voulez mettre à l'épreuve votre modèle économique, vous devez avoir une durée de 3-6 mois. Et dans ces 3-6 mois, avoir à la fois des périodes qui sont en très forte saisonnalité pour vous. Par exemple, si vous avez des produits cadeaux de fête des mères, eh bien, vous devez être là à la fête des mères. Si vous avez des chocolats, il faut tester effectivement à Pâques ou à Noël. Mais vous devez aussi avoir des périodes creuses pour voir comment ça fonctionne en période creuse. Et là, par exemple, bien évidemment, je vous cite quelques endroits que vous connaissez tous, mais où vous pouvez les faire. Vous avez les grands magasins, les Galeries Lafayette, le Printemps, Citadium, le BHV. Vous avez tous les centres commerciaux. Là, j'ai cité par exemple Amerson, Carmila, Apsis, Clépierre, Unibail, qui ont des centres à Paris, en région et même aussi à l'étranger. Et vous avez aussi les centres-villes, où se situe votre siège, ou en tout cas dans une rue de fort trafic. Quitte à tester un pop-up, en tout cas, moi, c'est vraiment le conseil que je donne à tous les gens qui veulent faire du pop-up, testez-le dans un endroit où il y a du trafic. Ne misez pas que sur votre communauté. C'est super sympa de faire venir votre communauté, mais si vous voulez tester le retail, à un moment, le chiffre d'affaires de votre boutique ne pourra pas être à 100% dépendant de votre communauté. Vous devez être en capacité d'aller chercher des nouveaux clients, et ces nouveaux clients, vous allez les chercher par le trafic. Et donc, vous devez choisir un lieu, que ce soit un centre commercial, un grand magasin ou un centre-ville, qui a fort trafic. Et en plus du lieu, vous devez choisir ce qu'on a tendance à dire dans le retail, ce qui compte, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et donc, vous devez choisir un bon emplacement qui va, même dans un grand magasin, dans un centre commercial ou dans un centre-ville, vous pouvez être dans une bonne rue, mais pas dans un bon emplacement. Donc, vous devez vraiment tester en pop-up. L'idée, c'est de faire de la noto, mais tester votre potentiel retail. Donc, vous devez absolument, absolument tester ça de manière, dans le bon endroit et dans les bonnes conditions. Sinon, vous n'aurez pas les réponses que vous attendez. Et donc là, je vous donne deux exemples de DNVB qui, franchement, sont devenus en tout cas assez connus pour faire des pop-up. On a déjà Et moi, donc qui est une marque d'accessoires lifestyle de famille qui fait tous les ans un ou plusieurs pop-up en fin d'année dans sa période forte pour à la fois rencontrer sa communauté en faisant pas mal d'événements, mais aussi en faisant pas mal de chiffre d'affaires dans sa boutique.
et aussi Kabaya. Alors Kabaya, c'est les champions du monde du pop-up. Ils en font plus de 30 par an en France, à l'étranger. Ils ont été beaucoup connus comme ça. Ils ont un produit très retail qui fonctionne bien, qui est personnalisable. Donc globalement, ça, c'est des gens qui maintenant, Kabaya, c'est même, il a poussé le pop-up à l'extrême puisque Kabaya, c'est devenu un axe de développement et de croissance vraiment important. Il ne l'a pas utilisé que comme test, il a vraiment utilisé en développement classique. Et donc j'en reviens maintenant à toi, David. Comment aujourd'hui, cette logique, en tout cas, de pop-up, elle est intégrée dans la stratégie des miraculeux? Comment tu l'as utilisé et comment tu comptes encore l'utiliser? Bah, nous, le pop-up, on en fait quelques-uns, mais vraiment très peu. On est présent chez Market, dans le pop-up de Toulouse, et on est présent, là, ce qu'on voit sur la gauche, c'est un pop-up qui est Casino Home, dans le 16e arrondissement de Paris. Ça demande quand même un effort logistique, parce que souvent, c'est du dépôt-vente, c'est des systèmes qui sont un peu alternatifs par rapport à de la distribution habituelle. Donc, faut y allouer du temps. Le gros avantage du pop-up que je vois pour une marque jeune comme la nôtre, c'est que c'est un espace privilégié d'expression de la marque. Et elle est là, chez Market, typiquement, je trouve que c'est l'endroit où notre marque est la plus joliment exprimée, où l'expérience de marque pour le client est la plus fidèle en retail. Et ça, c'est génial parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de le faire chez des retailers plus traditionnels chez qui on travaille, parce qu'on n'a pas autant d'espace, on peut pas s'exprimer de la même façon. Donc, c'est vraiment une vitrine. Nous, c'est comme ça qu'on le voit. C'est pas pour nous un levier de chiffre d'affaires, le pop-up, c'est un levier de visibilité, c'est un levier marketing qui a l'avantage de se rembourser quasiment parce que du coup, on a là chez Market, c'est quoi? C'est 8 mètres carrés, je crois, ou 9 mètres carrés. Ouais, à peu près, ouais, tout à fait. Ouais. C'est 9 mètres carrés de visibilité pour un investissement qui finalement revient au bout du compte à zéro parce que les ventes équilibrent l'investissement de présence. Donc, pour moi, le pop-up, c'est vraiment une opportunité d'exprimer sa marque aussi bien qu'on peut le faire sur le site web avec une expérience client parfaite dans un contexte retail. Je pense que la condition aussi pour ça, c'est d'avoir un personnel formé sur place. Alors, soit des personnes de la boîte, soit des personnes qui travaillent pour le concept, mais à qui on a expliqué quel était le message de la marque, l'image, l'utilité. Voilà, pour que l'expérience soit complète, je pense que quand on entre dans un pop-up, on s'attend aussi à vivre une expérience autre que quand on est chez Carrefour, mettons. Et du coup, il y a besoin d'immerger aussi les personnes qui travaillent dans le concept store de cet esprit de la marque. Ça je pense que c'est un facteur de succès aussi pour la Mais présence tu vois, au pop-up. par exemple, moi, quand je vois les miraculeux, je trouve que ça fait partie des compléments alimentaires les plus, entre guillemets, les plus facilement vendables. C'est-à-dire, tu vois, c'est un bonbon, l'usage, il est super facile, enfin, comment dire, les bienfaits sont clairement identifiés, c'est soit le sommeil, soit la beauté, enfin, tu vois, t'as des trucs très clairement identifiés. Ouais. Du coup, tu as besoin d'une certaine technicité de vente, mais beaucoup moins que certains autres compléments alimentaires. Du coup, tu pourras avoir quand même des volumes en pop-up très intéressants. Et toi, tout ce que tu soulèves, c'est plus la partie notoriété, quoi. Tu recherches pas, en tout cas, là-dedans la partie volume que tu pourrais développer d'ailleurs plus que tu le fais aujourd'hui. Non, c'est vrai. Après, parce que pour l'instant, effectivement, dans les exemples qu'on a, ça a été plutôt de la visibilité et de la notoriété. Okay. Après, peut-être, c'est possible. Tu parlais de Kabaya tout à l'heure qui fait des gros volumes en pop-up. Ouais, c'est à creuser. Mais après, bon, on a seulement 1 an d'expérience là-dessus, donc on a encore plein de choses à découvrir. C'est ça qui est bien. Mais pour l'instant, pour nous, c'est vraiment un levier de visibilité. Et je pense que c'est une manière aussi d'exprimer le pourquoi de notre marque. Parce que en tant que client, quand tu rentres dans un pop-up, tu vas t'intéresser plus au pourquoi, je trouve, que quand tu fais tes courses chez Carrefour. Donc, de pouvoir l'exprimer en retail, c'est assez rare et le pop-up offre cette opportunité. Non, mais c'est vrai, ouais, tu as raison. Et après, justement, tu fais le parallèle avec Abaya et je trouve que dans une catégorie de produits radicalement différente, bien évidemment, vous êtes dans la même logique de produits ultra simples, ultra faciles à acheter, qui sont quali à un prix abordable. Et donc, je me dis,
qui a en tout cas un intérêt. Effectivement, tu n'as pas d'intérêt d'avoir un pop-up de 3 mètres carrés, parce qu'en gros, à remplir, ça serait compliqué en termes de taille de produit et de gamme. Par Ouais. contre, vous avez cet avantage de facilité d'achat, quoi, qui pour le coup est super intéressant. Ouais, Ok. Je vois, Louis, tu disais, ouais, j'ai fait un pop-up à Noël et malgré ce pop-up, 90% de mes ventes ont été sur l'e-commerce et quand je vois l'effort et l'argent investi, je suis pas ultra satisfait. Alors, en fait, déjà, il faudrait beaucoup plus de contexte pour te dire si c'est vrai, enfin, ce à quoi ça correspond. Ce qui est sûr, c'est que déjà en ce moment, tu as une partie du retail qui avec quand même le Covid, tu as quand même moins de gens en retail aujourd'hui parce que ils sortent masqués, parce qu'en plus, c'est pas toujours très agréable et très funky. Et après, ce qu'il faut voir, c'est quel a été ton emplacement, comment tu l'as fait, et puis aussi, faut voir le chiffre que tu fais en e-commerce. Hein. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu fais beaucoup d'argent en e-commerce, peut-être que ta part de pop-up est difficile pour que ça fasse une majorité. Toujours est-il, et là tu soulèves un point qui est très juste, c'est que tu as gagné en image, mais tu soulèves surtout en fait la partie opérationnelle. Et c'est aussi pour ça que nous, on a développé Market. C'est une solution clé en main pour faire du pop-up. Parce qu'aujourd'hui, le retail en tant que tel, en termes de ressources, en termes d'énergie, de compétences, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué, quoi. Donc effectivement, c'est toujours difficile après à juger, on va dire, en termes de potentiel ou en tout cas, surtout en termes de résultats, tant qu'on n'a pas toutes les réponses, quoi. Ouais. Euh, l'autre levier de développement retail, c'est la boutique en propre. Alors là, en fait, globalement, c'est à peu près les mêmes concepts que la boutique, que le pop-up, sauf que vous allez vous engager sur la durée. Et en fait, vous allez avoir quand même énormément d'avantages. Déjà, vous avez développé votre image de manière assez sensationnelle. Vous allez faire pas mal de ça et de rentabilité. Vraiment, ce que vous devez garder en tête, c'est que avoir des boutiques en propre, si vous avez le bon emplacement, si vous avez le bon concept, la gamme suffisante, franchement, c'est source de CA et de rentabilité. La plupart des DNVB que l'on connaît et que l'on a accompagnés qui sont dans le retail, c'est source de gros CA et de grosses rentabilités. Et surtout, c'est une nouvelle branche de croissance. En fait, ce qu'on voit sur la plupart des marques digitales, c'est que l'on va avoir en fait une sorte de plafond de verre à un moment par levier, et notamment sur le e-commerce parce que c'est celui qui est utilisé le plus au départ. Et en fait, ben, il faut trouver d'autres leviers de croissance. Alors, le pop-up permet de tester, permet de faire des coups de com', mais en fait, la boutique en propre, vraiment, ça s'installe. Et ça aussi, plein d'avantages, c'est que oui, vous avez développé votre image, mais surtout, vous allez pouvoir développer l'expérience de votre marque. Typiquement, au MyCream, ils vont proposer des soins dans la boutique. Vous allez pouvoir tester vraiment, faire tester le produit. Typiquement, on en parle juste après, mais Teddy Bear, le fait d'avoir une boutique, ça permet aux clients de vraiment pouvoir tester en fait ces produits en vrai, ce qui est quand même compliqué pour un matelas. Donc, vraiment, déjà, vous allez gagner en notoriété, vous allez rassurer vos clients digitaux parce que vous avez une boutique physique, ça paraît plus concret. Franchement, si vous avez le bon emplacement, la bonne gamme, et les bons vendeurs et la bonne équipe de vente, parce qu'on a tendance à dire dans le retail, c'est l'emplacement, puis après, c'est les vendeurs, les vendeurs, les vendeurs. Donc, globalement, quand une boutique marche pas, ce qu'on vous dit, c'est change le directeur de boutique, change le directeur de boutique, change le directeur de boutique, et si ça marche pas, change tous les vendeurs, et si ça marche pas, ben, l'emplacement est foireux. Donc, globalement, c'est quand même que de l'humain et que de l'emplacement. Donc, mais vraiment, garder un truc en tête, c'est source de CA, c'est source de rentabilité très, très forte, notamment avec les coûts d'acquisition qui explosent. C'est un vrai levier de croissance supplémentaire. Après, attention, c'est pas non plus la panacée. C'est-à-dire que les investissements sont très lourds. Même si vous pouvez vous endetter et faire preuve, et utiliser la dette bancaire, c'est quand même des investissements qui sont importants. Les durées d'engagement sont souvent longues. Hein. On parle des engagements avec des baux de 3, 6, 9 ans. C'est des compétences totalement nouvelles en interne. Vous devez gérer des vendeurs, vous devez gérer des problématiques de boutique, de merchandising boutique qui n'ont rien à voir avec le site. Très souvent, vous allez avoir des produits qui se vendent très bien sur le site, mais qui ne vendent pas bien en boutique et inversement. Donc, en fait, c'est tout un tas de compétences et d'organisations que vous allez devoir appréhender, mais par contre, qui sont vraiment primordiales pour performer sur la durée, en tout cas dans la plupart des cas. Ça ne s'applique pas à tout le monde, mais c'est souvent en tout cas des critères de succès. Et effectivement, on voit Jimmy Fairley. L'exemple de Jimmy Fairley est super intéressant. Produit de lunettes de vue et de soleil, il se lance. En digital, ça marche, mais c'est pas très rentable et la croissance n'est pas folle parce que acheter des lunettes sur Internet, ça reste quand même toujours encore aujourd'hui un truc quand même qui est pas évident. Et en fait, du jour où ils ont ouvert leur première boutique rue Vieille du Temple, en fait, en 6 mois, ils ont fait autant de CA sur leur boutique que ce qu'ils faisaient sur le site Internet en un an. Et puis aujourd'hui, ils ont plus de 40 boutiques parce que le produit, parce que l'expérience, parce que tout correspondait à ce développement produit et parce qu'aussi, ils ont eu une exécution qui est absolument parfaite. Donc, ce n'est pas juste une fois de plus
une évidence, mais en tout cas, c'est quelque chose vraiment, vraiment à creuser. Et là, en fait, très rapidement, c'est les mêmes endroits où vous pouvez le faire. Vous pouvez avoir des emplacements permanents dans les grands magasins, des emplacements permanents dans les foncières, dans les centres commerciaux et des emplacements permanents dans les centres-villes. Toujours est-il, regardez toujours le bon emplacement et testez si vous pouvez sur des durées courtes avant de vous engager sur la durée. Parce que quand vous êtes pour 3, 6, 9 ans, que vous pouvez pas sortir avec, vous avez fait des gros investissements pour la boutique, vous avez vos vendeurs, vous avez des loyers importants et des charges importantes, il faut que l'emplacement soit une certaine certitude. Là, je vous donne deux exemples que vous connaissez. Teddy Bear, j'en ai un petit peu parlé, c'est super intéressant parce que Teddy Bear fait quand même un très gros chiffre aujourd'hui, fait partie des grosses DNVB digitales. Ils se sont lancés sur le digital, ils ont vraiment, vraiment franchement cartonné. Et ils ont quand même ouvert deux boutiques, une à Paris et une à Toulouse. Et en fait, ils l'ont ouvert d'ailleurs, c'est super intéressant, ils l'ont ouvert à un moment où ils ont largement élargi leur gamme. Ils n'avaient plus que les matelas, ils avaient les sommiers, ils avaient les coussins, les couettes, ils avaient vraiment beaucoup plus d'accessoires. Et surtout, c'est un produit qui se teste. C'est un produit quand même qui se teste. Et ce que je trouve très intéressant, surtout, c'est qu'ils l'ont ouvert dans des lieux où globalement, on verrait pas des boutiques de matelas dans le Marais, où on se dit pas, on va essayer un matelas. Et c'est ce qu'ils ont fait parce que leur positionnement et leur cible se trouvent là-bas. Et franchement, j'ai eu part des chiffres qui sont dans les boutiques. C'est des très bons chiffres, ça performe vraiment très fort. Donc vraiment, bravo à eux pour ça. Et une fois plus, si des matelas peuvent réussir en retail, a priori, tous les produits peuvent y arriver. Et pareil pour MyCream. Ils se sont d'abord lancés pendant plusieurs années sur leur e-shop. Ils ont fait plusieurs tests en physique. Et maintenant, en 3 ans, ils ont quand même ouvert plus de 20 boutiques. Donc c'est assez extraordinaire. Et au MyCream prolonge l'expérience en ayant des soins à l'intérieur de la boutique. Enfin, franchement, ils ont fait quelque chose de super intéressant. Et surtout, MyCream, ce qui est pertinent, c'est qu'ils ont des produits de cosmétiques que l'on ne retrouve pas partout. Ils ont des produits vraiment avec des ingrédients très spécifiques, avec un positionnement intéressant et qui nécessite beaucoup plus de conseils. Alors, on a beau mettre tout le contenu que l'on veut sur le site, c'est quand même super intéressant de voir un petit peu, mais finalement, d'avoir du conseil. Et quand on voit les vendeurs et les conseils que l'on peut avoir chez MyCream, franchement, c'est important d'avoir un développement retail. Et du coup, toi David, t'as pas ta boutique en propre aujourd'hui. Non, Est-ce pas que ça fait encore. partie des choses que tu veux faire? Est-ce que ça fait partie des choses que tu envisages ou tu te dis franchement, pour mon produit, c'est vraiment pas le sujet parce que il y a certains de tes concurrents qui ont ouvert des boutiques en propre avec toute une logique après derrière aussi d'accompagnement de soins. Est-ce que toi, tu penses qu'il peut y avoir un intérêt? Comment tu vois la chose toi là-dessus? Si, si, moi je pense qu'il peut y avoir un intérêt. C'est un sujet qu'on n'a pas encore regardé, mais effectivement, dans le même contexte que au MyCream, il peut y avoir une vertu pour accompagner les clients un peu plus dans la durée, leur proposer une expérience autour de la nutrition, autour de la santé, qui soit un petit peu différente, les plonger dans un univers qui leur propose du contenu et qui va au-delà de simplement nos produits. Donc je pense que nous, si on devait avoir une boutique, ce serait un espace qu'on aurait tendance à concevoir un peu comme un espace de vie autour de la santé, autour du bien-être. Euh, et, euh, et ouais, c'est bon, voilà, c'est clairement un sujet qui peut être intéressant pour nous, auquel on n'a pas encore réfléchi. Mais d'ailleurs, Baptiste soulevait un très bon point auquel tu as répondu. Effectivement, quand on a des petits produits, pour Ouais, remplir une boutique, en fait, soit tu as une très petite boutique, soit il faut que tu présentes, enfin, il faut que tu présentes de l'expérience et du service à côté parce que sinon ouais. c'est dur à remplir, quoi, au final. Ah ouais, c'est vrai. Et de la même façon, je pense que Teddy Bear, ils ont le problème inverse parce qu'une fois que tu as mis deux sommiers, tu as occupé tout l'espace. Donc, Ouais, je pense que non, mais tu as un vrai boulot de scénographie à, à réaliser. Clairement. Et au MyCream, je suis allé une fois dans leur boutique, c'est nickel. Tu as vraiment envie de rentrer, c'est beau, ça donne une très très belle image de la marque. Voilà, la boutique en propre, je pense que c'est vraiment un asset pour la brand, pour la construction d'une brand forte. Euh, donc c'est un sujet auquel nous on sera amené à réfléchir à un moment, mais on ne l'a pas encore. ok, ok. Mais c'est vrai que après, c'est toujours pareil, tu peux pas tout faire en même temps parce qu'on va le voir, toi, pour le coup, tu as accéléré très fortement sur le wholesale dès le départ. Et à un moment donné, Mm. on peut pas avoir toutes les énergies au même endroit. Et c'est souvent d'ailleurs un sujet des DNVB, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les marques qui performent, c'est celles qui vont avoir, en fait, qui vont être omnicanales, qui vont être distribuées sur plein de canaux différents, sauf que chacun des canaux, finalement, nécessite des compétences spécifiques, des opérations et des process totalement différents. Et en fait, Ouais. quand on est une jeune marque, ben, c'est super dur d'être un master en marketplace, un master en pop-up, un master en boutique en propre, etc., quoi. Et en plus, Ouais.
Là, on a parlé des centres commerciaux, des centres-villes ou des grands magasins. Chacun, en plus, a un mode de fonctionnement logistique et financier différent, quoi. Donc tout cumuler est vraiment pas évident au départ, alors que c'est quand même ça qui permet la croissance dans le futur après derrière, quoi. Ouais. Et je pense que ça dépend aussi de la stratégie que tu te fixes au départ, et c'est pour ça que c'est important d'y réfléchir en amont, c'est dire est-ce que tu veux commencer par travailler la désirabilité de ta marque et sa notoriété, ou est-ce que tu veux mettre ton produit entre le plus de mains possible? Ouais, tout à fait. Ouais. Et pour moi, ces deux objectifs-là, ben, c'est pas qu'ils sont pas opposés, mais c'est soit, je pense, soit tu choisis l'un, soit tu choisis l'autre, mais c'est pas les mêmes choses à activer, les mêmes leviers pour faire l'un et l'autre. Nous, on est parti sur le deuxième levier parce qu'on avait beaucoup travaillé sur nos produits, qu'on avait une confiance forte dans leur efficacité, etc. Et qu'on voulait le faire découvrir absolument. On a une marque qui se veut être une aide pour les gens au quotidien. Donc, on a vraiment focalisé là-dessus et peut-être du coup moins sur l'aspect travailler la désirabilité de notre marque et sa notoriété. Donc, je pense qu'il y a quand même une réflexion, si tu veux, amont à avoir entre ces deux directions-là, et ça t'incite à faire des choix dans un sens plutôt que d'autre. Moi, je vois des marques qui aujourd'hui commercialisent pas du tout en wholesale et qui ont déjà leur boutique en propre. Je me dis, ben, pourquoi pas, mais on ne poursuit pas le même objectif. Ouais, tout à fait. Et puis surtout, tu le dis très bien, c'est que les différentes étapes de développement doivent aussi être adaptées en fonction de tes marges, mais aussi en fonction de ta gamme de produits. Toi, tu as Mm. une produit qui, en termes, tu le disais, pour remplir une boutique, ça peut être compliqué aujourd'hui, alors que dans 2 ans, peut-être pas du tout. Par Ouais, contre, en wholesale, tu as voilà, tout à fait ta place, quoi. Tu vois, donc tout à fait. c'est super, Ouais, toujours différent. Ouais. Alison, tu merci poses une Yacine. question, effectivement, est-ce que c'est pas un peu fou de créer, de vouloir faire du retail et du pop-up en ce moment? Ben écoute, je vais te dire un truc. Nous, aujourd'hui, tu vois, on a lancé Market en octobre dernier. Alors, sur les mois où on a été ouvert, ça fait des super chiffres, mais bon, effectivement, avec ce qui se passe, on n'est pas tout le temps ouvert, en tout cas pas autant qu'on le souhaiterait. Et tu vois, on a pour objectif d'en ouvrir 2 autres en fin d'année. Pourquoi? Pour plein de raisons. Déjà, parce qu'en fait, on est persuadé que le retail va continuer à faire des gros chiffres et qu'il y a des opportunités à aller chercher et qu'il faut être positionné en ce moment justement sur ces nouveaux modes de consommation parce qu'on innove vachement dans le market, dans l'expérience. Donc, je pense qu'il faut le faire, mais de manière différente. Il faut continuer à y croire. Deuxièmement, il y a quand même en ce moment des opportunités retail de dingue parce que tu as plein de boîtes qui ont malheureusement fermé et tu as plein de gens qui veulent en fait relouer les boutiques et donc tu as quand même des deals financiers super intéressants et parfois ça peut valoir le coup en tout cas de se poser la question. Mais l'idée surtout derrière, c'est qu'il faut avoir en tête que tu vas sur le retail, Covid ou pas Covid, si tu as en fait des convictions très fortes pour que ton produit puisse performer là-dessus. Et enfin, autre chose à avoir en tête, c'est si tu as peur de ça, essaie de négocier au maximum des clauses de sortie faciles ou de ne pas engager trop de frais avant, quoi. Tu vois, l'idée, c'est de limiter ton risque au maximum. Et après, la troisième étape, et quand je dis d'ailleurs étape, c'est pas forcément dans ce sens-là, elles peuvent être intercalées, c'est juste trois sujets différents, c'est le wholesale. Alors, le wholesale, c'est souvent, je trouve, oublié par la plupart des DNVB, alors que je trouve que c'est celui qui a, un, le plus de potentiel, et deux, qui peut être le plus impactant en termes de notoriété et de chiffre d'affaires rapidement. Déjà, ça rapporte du CA. Ça rapporte de la notoriété si vous êtes dans les bons endroits, ou en tout cas les endroits qui correspondent à votre cible. Et surtout, aujourd'hui, c'est l'un des moyens privilégiés pour se développer à l'international. Aujourd'hui, je connais très peu de DNVB qui font du gros chiffre à l'international sur leur e-shop, sauf celles qui ont déjà une présence physique sur place, et notamment en wholesale, parce que tu commences à avoir des gens qui achètent ton produit, du coup, des gens qui te cherchent, des gens qui te connaissent. Et franchement, c'est un canal, mais qui peut représenter une part de CA qui est colossale et qui devrait être utilisé, je pense, beaucoup plus rapidement et très souvent. Et surtout, j'ai tendance à dire que les marques qui ont le plus de potentiel sont les marques qui ont créé un produit qui peut aller en wholesale. Toutes les marques qui ne peuvent pas aller en wholesale vont avoir un capping de chiffre d'affaires très clair parce que leur e-shop, à un moment, elles n'auront pas assez de rentabilité et le retail, elles ne pourront pas ouvrir 500 boutiques. Alors que le wholesale, pour le coup, c'est presque infini, j'ai envie de dire. Donc vraiment, pour moi, les clés de succès d'une marque, c'est est-ce que le produit peut aussi aller en wholesale, à la fois en termes de marge, mais aussi en termes de configuration de produit. Effectivement, pour reparler de Teddy Bear, j'ai du mal à voir des matelas dans des multimarques un peu partout. Par contre, effectivement, on en parlera, toi, David, les miraculeux, c'est quand même le produit qui peut globalement se mettre dans beaucoup d'endroits en plus différents
parce qu'il prend pas de place, parce qu'il est faible, parce qu'il est facile d'usage, etc. Après, il peut y avoir aussi quelques désavantages. Bien évidemment, les risques d'image, parfois, en fonction des boutiques où vous êtes, c'est pas toujours très dingue en fonction de ce que vous choisissez. Il peut y avoir des process compliqués parce que en termes de facturation, de paiement, de livraison, c'est presque en fait un process différent à chaque boutique, donc ça peut être un peu compliqué. C'est des compétences encore différentes, hein, c'est-à-dire que là on retrouve des coûts qui sont nouveaux, c'est-à-dire des gens sur le terrain, des commerciaux. C'est pas votre gars sur Internet qui va plus ou moins investir sur Facebook. Là on retrouve vraiment des choses spécifiques, à participer à des salons français ou internationaux. Donc c'est des choses très différentes et surtout vous avez énormément d'endroits où vous pouvez faire du wholesale. Le wholesale, ça englobe beaucoup de choses, c'est être vendu dans des endroits très différents. Donc, vous avez des concept stores, donc Market à Toulouse, mais il y a aussi Flux à Paris, et vous avez plein de concept stores dans chacune des villes. Ça peut être la GMS et la GSS. Donc là, Monoprix, Carrefour, Leclerc, Intermarché, Naturalia. Donc globalement, là, vous en avez aussi encore énormément, avec des conditions et des négos qui n'ont rien à voir encore. Toute la pharmacie, je pense que toi, on va en parler. Effectivement, David, t'es quand même pas mal distribué là-dessus. Et après, vous avez plein de lieux indépendants, des boutiques indépendantes, mais ça peut être aussi des salles de sport, ça peut être des hôtels, ça peut être des restaurants. Enfin, globalement, ça peut être tous les lieux possibles, imaginables, qui ne sont pas vos boutiques en propre ou qui ne sont pas votre e-shop. Et là, bien évidemment, vous avez des produits qui peuvent plus ou moins correspondre à des catégories, à des canaux de distribution, mais aussi, on va dire, finalement, des emplacements, des commerciaux. Enfin, tout est très différent des modèles économiques, de la logistique. Je pense que tu vas en parler, mais je pense que travailler avec une pharmacie indépendante, avec un groupement de pharmacie ou travailler avec Monoprix, David, ça n'a rien à voir, quoi. C'est encore des trucs logistiques qui sont encore très différents, quoi. On va juste en parler après. Clairement. Un moyen qui peut vous aider, c'est aussi Encore Store. C'est une marketplace B2B qui met en relation les marques et les boutiques. Ça peut vous aider en process, un peu en trésor. Il référence pas mal de marques, donc en tout cas, regardez ça. Mais vraiment, c'est ça qui est compliqué dans le wholesale, c'est que c'est très vaste et c'est très varié et des complications un peu partout. Juste pour vous donner deux exemples de marques que vous connaissez qui ont vraiment été extraordinaires en développement wholesale. Déjà, Easy Peasy, c'est marque française qui est franchement une championne du wholesale. Ils se sont d'ailleurs développés très fortement sur le wholesale et notamment à l'international. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'au niveau du groupe, maintenant, la grande majorité de leur chiffre d'affaires est fait à l'international et c'est très rare pour une marque française. Parce que, en fait, ils ont eu un développement wholesale très important parce que leurs produits, que ce soit un Français, un Américain, un Japonais, un Sud-Américain, il parle, il peut être utilisé, il fonctionne, c'est le bon prix, ça fonctionne. Et c'est le même cas pour Daniel Wellington, marque de montre qui s'est aussi très très fortement développée, qui a commencé par contre, et c'est d'ailleurs Easy Peasy un peu la même chose. Hein. On va commencer dans les concept stores, dans des endroits un peu stylés, un peu trendy. Derrière, après, on va se développer dans des endroits un peu moins trendy avec un peu plus de volume. Et après, on va globalement être distribué un peu partout. Et toi, du coup, David, franchement, je sais que tu as commencé par là. Je sais que tu es dans des boutiques un peu indépendantes. Je sais que tu es dans des Monoprix, des pharmacies. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu déjà pourquoi tu t'es développé dans ces canaux très rapidement et quelles sont aujourd'hui, dans ce que tu vois au quotidien, toi, les différences entre les différents sujets? Oui, alors, je change d'environnement. Nous, on s'est développé en retail parce que, comme je disais, pour nous, d'abord, ça s'est présenté, la situation s'est présentée comme ça, et en fait, c'était pour nous une évidence parce que on avait un objectif d'aller toucher le plus de consommateurs possible, que ce soit en ligne comme hors ligne. Et le retail, c'est finalement quand on veut aller à la rencontre des gens, c'est le canal prioritaire parce que c'est là où les gens vont faire leurs courses, c'est là où ils passent au quotidien. Ouais. Donc, moi, c'est l'endroit où il fallait être. Dans les points que tu mentionnais sur les difficultés du retail, je pense que tu parlais de l'image, c'est un point. Et je pense que la première, quand même, ça reste celle de l'exécution. Parce que on se rend compte quand on est en retail que vraiment, c'est deux métiers différents, quoi. Ça n'a mais strictement rien à voir en termes de job, de vendre en ligne et de vendre hors ligne. Ouais. Ce qui fait la différence hors ligne, c'est la présence sur le terrain. Même en termes de ressources, c'est pas du tout pareil. Nous, on a des personnes qui tournent tous les jours en magasin pour s'assurer que l'exécution, elle soit parfaite, pour animer les ventes, pour faire découvrir la marque. Si tu veux, en wholesale, une fois que tu as vendu à Monoprix, tu as fait
un dixième du chemin parce que derrière, il faut vendre aux consommateurs et c'est là où est la difficulté et ça demande beaucoup de présence sur le terrain. Donc, c'est ça que quand tu m'as demandé de réfléchir un peu au cas miraculeux quand on faisait en wholesale, j'ai pensé aux 5 commandements du retail. C'est toi qui les as inventés ou c'est un truc que tu as appris avec cette expérience? Non, non, c'est moi qui les ai écrits là pour le work. On a les 5 commandements du retail alors. Trop bien. Pour le webinar, du coup, ouais, en réfléchissant à la question. Alors, la première chose, c'est que je dis, la négo, tu maîtriseras parce que voilà, il y a négocier avec la grande distribution et avec le retail de manière générale, c'est un exercice assez particulier. Moi, j'avais eu l'occasion de le faire quand j'étais chez Coca-Cola pendant quelques années et les acheteurs que tu as en face sont plutôt habitués à tordre les fournisseurs qu'à les adouber. Donc, faut s'attendre à des négociations un petit peu difficiles et il vaut mieux se former à ce sujet-là pour pas tomber dans les pièges de la négociation traditionnelle, comme par exemple, si tu as trop envie de rentrer dans une enseigne, tu vas te tenter de proposer des tarifs qui sont bas. Sache que un négociateur négociera toujours. Donc, ne propose jamais le tarif que tu envisages au début, au premier rendez-vous, parce que sinon, ça va mal se passer derrière. De la même façon, il faut quand même, pour la marque, garder de la marge, parce que sinon, tu seras incapable de faire de l'animation commerciale derrière, et ça ne sert à rien. Et ça, tout distributeur le comprend, parce que si tu te mets au tapis au moment de tes négos, derrière, tu seras incapable de travailler ton sell-out. Donc voilà, la négociation, c'est pas. Sachant qu'en plus, et là tu soulèves un super point, c'est que pour rester parce qu'en fait, c'est une chose d'être référencé, mais si tu n'as pas un bon sell-out, ils n'ont aucune gêne à te sortir quelques mois après en plus. Donc, donc en fait, ta croissance, c'est pas que d'être référencé, c'est d'y être et de développer le nombre de magasins et de développer le sell-out par magasin et au global, quoi. Ouais, donc, tu dois avoir cette ressource, sinon en fait, tu te fais sortir en fait. Sinon, c'est impossible, en effet. Ouais. Donc, le deuxième point, c'est que d'un point de vue logistique, ça n'a aussi rien à voir. C'est une logistique qui est complètement à part par rapport au B2C. C'est une logistique dans laquelle tu peux rapidement être pénalisé par les enseignes si jamais tu t'exécutes mal. Savoir que, par exemple, je vais prendre l'exemple de Monoprix, on a un créneau d'une quinzaine de minutes pendant lequel on peut livrer, de 9h à 9h15 le lundi matin, c'est notre créneau, et si on ne livre pas à ce moment-là, notre marchandise est refusée. Donc, et en plus, tu as même des pénalités, non, si tu fais pas et tu as des pénalités. Donc, si tu veux, c'est un métier complètement à part. On va dire que nous, on a dû recruter pour être présent en retail et pour être bon en retail et assurer une qualité de service importante. On a une personne en interne qui ne gère que la logistique et la supply chain, en particulier pour nos clients retail. Alors que, voilà, on est présent aujourd'hui quasiment qu'en France et dans encore peu d'enseignes. Mais néanmoins, la logistique est un gros sujet et c'est rapidement là que tu peux perdre de l'argent parce que tu peux avoir des pénalités. Troisième point, c'est le point du prix aussi, puisque quand tu es en retail, tu ne maîtrises pas ton prix, par définition, puisque les distributeurs sont libres de fixer le prix de vente de tes produits comme ils le souhaitent. Ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. Oui, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Il y a une loi en France qui est qu'ils ne peuvent pas vendre en dessous de ce qu'on appelle le SRP, le seuil de revente à perte. Donc, ils ne peuvent pas vendre en dessous du prix auquel ils ont acheté. Néanmoins, ils peuvent tout de même, si tu as un produit qui vend 20 euros, qui vaut 20 euros, rien ne les empêche de le vendre 15. Et le problème que ça pose, c'est que s'il y en a un qui se met à vendre à 15, l'autre va le suivre et va vendre aussi à 15. Et tout le marché va finir par vendre à 15 son produit. Donc, toi, ensuite, quand tu dois le vendre à 20 en ligne, comment tu fais? Et le problème aussi, c'est qu'à 15, évidemment, ils margent moins. Et là, tu peux te dire, c'est leur problème. En fait, pas du tout, c'est le tien. Parce qu'à la négo d'après, l'écart de marge, c'est pas eux qui vont le compenser, c'est toi. Donc, et comment tu fais ça pour le contrôle minimum ou pour le piloter, par exemple, avec le nombre d'acteurs? Parce qu'il y a un nombre d'acteurs qui est colossal, quoi. Donc, comment tu arrives à le travailler, ça?
Bah, tu peux pas parce que c'est pas légal d'avoir une action sur les prix de vente. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel tu es vigilant quand tu vas dans les magasins, quand tu fais tourner tes équipes. Il faut être présent sur le terrain et il faut contrôler aussi le volume de produits que tu mets sous promo. Voilà. Ensuite, l'autre point, c'est sur le sell-out que tu mentionnais, euh, qu'il faut animer parce qu'une fois que tu as fait le selling, tu n'as fait qu'une partie du chemin. Et le sell-out, donc la vente au consommateur, est très importante à animer et ça se fait via de l'animation en magasin. Là, tu vois, on était présent dans les monoprix, donc il y a vraiment du travail là-dessus. Et le dernier point, c'est que c'est un job qui demande de mettre du monde sur le terrain. Nous, par exemple, Ouais. pour les pharmacies, on a presque 20 agents commerciaux aujourd'hui qui tournent dans les pharmacies et qui vont parler de nos produits. C'est un vrai job de terrain et ce qui ne peut pas se piloter depuis un bureau à Paris, quoi. D'accord, ok, ouais. Ouais, non, ça c'est clair. Et ça, du coup, comment tu t'es organisé sur cette partie? Tu l'as fait dès le début? Tu avais déjà des gens de terrain dès le début ou t'as... Non, on a staffé au fur et à mesure. Ok, Euh, on a staffé au fur et à mesure, mais quand même très très vite, parce que dès que tu te retrouves, nous aujourd'hui on est dans un peu plus de 500 points de vente, ça devient indispensable pour nous d'avoir des personnes qui tournent sur le terrain. Donc ok, je sais ouais. pas, il y a pas pour moi il n'y a pas forcément un chiffre exact à partir duquel tu as besoin de personnes, mais c'est quand même, tu dois quand même devoir staffer assez rapidement, quoi. Ok, mais du coup, ça veut quand même dire qu'il faut aussi que tes premières commandes aient un volume suffisamment important pour te dire que tu mets ces coûts aussi, quoi. Parce que Oui, sinon, tout à fait. Mais tu quand vois. tu es dans des gros réseaux retail, en général, tu as des commandes d'implantation qui sont assez élevées et qui te permettent de faire ça. Il y a une question, Nicolas, que je trouve super intéressante. Comment Apple maîtrise son prix identique, quelle que soit l'enseigne de distribution où il est? Est-ce que en fonction de ta marque, tu vas avoir une pression là-dessus, alors officielle ou non officielle? Mais tu vois, comment tu peux tu vois plus, et quel impact à un moment tu peux avoir? Parce que tu vois, je me doute que tu as déjà vu des gens faire des promos sur tes produits, tu peux pas leur dire, et en même temps, ils te font du CA, donc c'est toujours une question qui est difficile. Mais par exemple, comment effectivement des gens comme Apple ou Nike arrivent globalement à peu près bien maîtriser ça? Bah, je t'avoue que je sais pas. Je sais pas comment ils contrôlent ça. Parce que la loi, enfin, si quelqu'un le sait dans le webinaire, ça m'intéresse, mais non, je sais pas. Mais du coup, est-ce que tu penses que ils sont tellement, tu vois, c'est la Fnac, ils sont tellement puissants qu'en fait, la Fnac sait indirectement que s'ils jouent avec les prix d'Apple, ils perdent Apple, ils n'ont pas envie de les perdre. C'est presque finalement de la pression induite, au final, quoi. Ouais, ouais, c'est possible. Ouais, Alors moi, j'avais déjà entendu parler d'une marque en pharmacie pour laquelle, si jamais les pharmaciens touchaient un peu trop au prix, ils leur proposaient plus les produits. Enfin bon, voilà, je sais pas ce qu'ils faisaient exactement, mais Ok. bon, voilà, à un moment, ouais, on dit Et, que euh, Apple maîtrise leur réseau de distribution. Oui, c'est possible. et comment tu fais, par exemple, là, par exemple, est-ce que tu as une personne qui gère tous les canaux de distribution chez toi ou tu commences à avoir des gens spécifiés sur la pharmacie ou sur la GMS ou sur les indépendants? Comment tu organises aujourd'hui ta force? Parce que pareil, je pense que la négo et la distribution n'est pas la même, quoi. Ouais, en effet. Alors pour l'instant, on a une personne qui est responsable du online et une personne qui est responsable du offline. Et après, sous cette personne qui est responsable du offline, il y a des équipes qui sont sur le terrain. Et à terme, effectivement, peut-être qu'on va avoir une personne dédiée à la pharmacie et une personne dédiée au retail. C'est très probable que ça se passe assez rapidement parce que c'est des canaux qui se gèrent assez différemment aussi. Ok, ok, d'accord. Et aujourd'hui, Euh, toi, alors effectivement, les miraculeux, vous êtes très vite allé en GMS. Sur une marque, globalement, toi, tu dirais quoi, de commencer d'abord par du wholesale indépendant ou ça dépend vraiment à chaque fois du produit ou tu aurais une sorte de best practice à avoir en tête? Non, moi, je pense que ça dépend où sont tes clients, en fait. Nous, dès le départ, en fait, on est parti pour on a une clientèle qui est mass market et qui se retrouve souvent dans ces points de vente wholesale. Donc, c'est vraiment là où c'est le plus pertinent pour nous d'être. Je pense que voilà, ça dépend de où va ta clientèle. Et ensuite, et oui, après, évidemment, du potentiel du volume business que ça peut représenter, quoi. Ouais, bien sûr, c'est clair, c'est clair. Et toi, aujourd'hui, ton développement, tu le vois plus retail ou tu le vois plus e-shop? Euh, ben, les deux, en fait, nous, notre ambition, c'est vraiment
d'être fort sur les deux jambes et d'avoir un poids équilibré entre le retail et le e-shop. Savoir que les deux canaux aussi, ils s'auto-alimentent. Ils se nourrissent. Ouais, ils se nourrissent vachement et on voit beaucoup de parcours d'achat qui sont hybrides, des gens qui nous connaissent en ligne et qui achètent ensuite en retail ou inversement. Nous, on pense vraiment le modèle dans une logique de simplicité pour le consommateur, de se dire que notre ambition, c'est de s'imposer en tant que marque et du coup, on veut que pour le consommateur, ce soit le plus simple possible de retrouver nos produits, que ce soit proche de chez lui ou que ce soit en ligne. Donc, on essaye de simplifier vraiment le parcours entre le consommateur et notre produit. Donc, pour nous, c'est le retail et le online ont des poids équivalents dans notre stratégie. Ok, d'accord, très clair. Juste là, je vois Annabelle, tu poses une question, est-ce que c'est plus intéressant pour vous d'être en pharmacie ou en wholesale? La pharmacie fait partie des leviers de distribution du wholesale et donc, comme le disait très justement David, ses clients achètent des compléments alimentaires en pharmacie, donc c'est un canal de distribution très très clair, très clair. C'est vraiment super intéressant, à mon avis, pour eux de se développer là-dessus et ça va continuer, je pense. Clairement. Ouais, tout à fait. Après, en termes d'image, la pharmacie, c'est important aussi parce que ça rassure les gens de savoir que nos produits sont vendus en pharmacie. Ça donne une espèce de caution scientifique. Il y a beaucoup de gens qui font un peu n'importe quoi sur le marché des compléments alimentaires et qui ont des produits qui sont plus ou moins sérieux. Là, au moins, en ayant nos produits qui sont aussi distribués en pharmacie, ils ont la garantie que ça a été, d'une certaine façon, approuvé par des pharmaciens et par des professionnels, quoi. Ouais, clairement, clairement. Constance, tu poses la question, est-ce que le passage au retail, surtout au wholesale, peut-il, pour certaines DNVB, devenir une menace, perte de proximité avec les consommateurs? Moi, je pense pas du tout. Tu perds de la proximité avec ton consommateur, mais tu as besoin aussi d'aller chercher de la croissance et d'aller là où ton consommateur est. Et c'est pour ça qu'avec David, là où on est tout à fait d'accord, c'est qu'on dit que ton site e-commerce doit garder une part importante, voire majoritaire de ton business pour garder le contact avec le consommateur. Mais après, il est important vraiment d'aller plus en détail et d'aller dans d'autres endroits. Tu peux pas être à 100% dessus. Ouais. Je vois C'est une très bonne question. Juste là-dessus, il y a des moyens aussi après en offline de ramener tes consommateurs éventuellement vers le online et de pouvoir mieux les connaître. Comme par exemple dire, nous, on y pense pour nos cures, de dire rendez-vous sur lesmiraculeux.com pour découvrir comment maximiser les effets de votre cure ou des choses comme ça. Ce qui permet même pour des clients offline, de pouvoir récupérer de la connaissance client et de pouvoir quand même discuter avec eux, Ouais, bien sûr. même s'ils ont choisi d'acheter offline. François, tu poses une question qui m'interpelle beaucoup et que j'ai beaucoup aussi avec pas mal de marques qui dit mais les DNVB ne sont-elles pas disqualifiées pour le wholesale en raison des structures de marge inadaptées au départ? Et en fait, mais je pense qu'une DNVB qui n'a pas la bonne structure de marge pour le wholesale, déjà, je pense qu'elle a une structure de marge difficile tout court, déjà, et surtout, elle a une structure de marge qui est inadaptée à la croissance. Donc en fait, pour moi, la réponse, elle est très claire, quoi. Une marque qui doit et qui peut se développer doit déjà marger, mais sans même parler du wholesale, doit marger largement suffisamment en e-shop. Et si elle peut pas marger suffisamment pour faire du wholesale, déjà, elle marche pas suffisamment à mes yeux pour faire de l'e-shop on va dire, de croissance. Et donc, en wholesale encore moins. Donc pour moi, et c'est d'ailleurs très souvent oublié dans la plupart des marques qui se créent, c'est avoir un business model qui, dès le départ, marge. On a tendance à dire que en dessous de 70-80% de marge brute, ça va être très, très, très difficile d'avoir suffisamment de marge et de croissance. Et qu'au-dessus, ça devient une cash machine, mais qu'en dessous, c'est très difficile. Donc, en fait, c'est super important de réussir à créer dans son prix, de pas que le baser que sur les concurrents, de pas que le baser sur son prix d'achat, mais de le baser par rapport à l'expérience et ce qu'on apporte. Et très franchement, de base, créer un bon modèle économique avant même de créer votre branding, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment le truc le plus important. Et de toute façon, le temps où on pouvait vendre sur Internet avec des petites marges, il est fini parce que les coûts d'acquisition augmentent tellement que C'est fini. Même si tu n'es pas en wholesale, ton wholesaler, c'est Instagram ou c'est Facebook en fait. Donc, il y a un intermédiaire entre toi et le consommateur et cet Instagram ou Facebook est de plus en plus gourmand. Donc, de toute façon, il faut quand même avoir une marge suffisante pour vendre online aujourd'hui. Non, mais c'est clair, tu vois, on peut pas. Tu es obligé d'avoir beaucoup de marge, sinon franchement tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Et pour moi, l'élément majeur et le KPI majeur, ça va être la marge brute. Est-ce que tu vas pouvoir en retirer? Sinon, dans tous les cas, ta croissance, elle sera vraiment bloquée. On a pas mal dépassé le temps. Juste pour conclure, moi en fait, ce que je voulais vous dire, c'est
globalement, le développement retail, vous ne devez pas l'oublier, vous devez absolument le mettre dans votre roadmap parce que peu importe le levier que vous allez choisir, ça va être générateur de notoriété, de CA, de rentabilité, ça va nourrir votre e-commerce aussi de manière assez forte. Surtout que vous avez beaucoup d'options sur la table. Franchement, vous pouvez faire soit votre boutique en propre, soit des pop-up au sein du wholesale. Comme on vient de le voir, en fonction de votre produit, de vos priorités, vous pouvez aller dans plein d'endroits. Donc, globalement, juste tester, allez-y. C'est vraiment important de développer sa partie retail. Et surtout, sachez que ça va être des nouvelles compétences. Donc, toi, David, par exemple, tu avais les compétences de la GMS, de la négo. Donc ça, tu l'avais et c'était super intéressant. Si vous ne les avez pas, il faut prendre du feedback auprès d'entrepreneurs, auprès d'experts, vous entourer parce que vraiment, vous avez qu'une chance de faire une bonne négo, comme le disait David. Une fois que tu as fait ton prix et que tu as signé avec ce prix-là, autant te dire que l'année d'après, même si tu as fait des gros volumes, ils vont quand même renégocier. Donc en fait, t'as pas le choix, quoi. T'as pas le choix et donc du coup, il faut que vous ayez ces compétences en interne ou en tout cas, pas forcément en interne, mais en tout cas que vous les ayez autour de vous pour vous aider à travailler parce que franchement, sinon c'est très difficile. Et en conclusion, d'ailleurs, je vois, c'est ce que j'allais dire, c'est marrant, Nicolas, on est connecté, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, les DNVB, on appelle ça DNVB parce qu'elles se lancent en priorité sur le digital aujourd'hui, mais j'ai envie de dire, qui aujourd'hui ne se lance pas sur le digital? Donc, bien évidemment, c'est un canal de distribution prioritaire. En revanche, petit à petit, elles vont aller de plus en plus vers les canaux de distribution retail. En tout cas, moi, la conviction que j'ai, c'est que c'est comme ça qu'elles vont faire du chiffre et qu'elles vont faire de la croissance à terme. Mais surtout, en fait, ça va s'inverser. C'est qu'avant, les boîtes se lançaient en retail et avaient 5-10% de leur chiffre d'affaires qui était en e-shop. Et aujourd'hui, ça va être l'inverse. Ça sera l'e-shop en priorité et les autres canaux de distribution. Je pense qu'on aura on mettra beaucoup de temps avant de voir une marque de DNVB qui aura 400 boutiques en France, quoi. Je pense que déjà, ce n'est plus pertinent et je pense qu'on n'en verra plus. Par contre, le wholesale a vraiment sa part là-dedans. Donc oui, les DNVB doivent naître en digital parce que dans tous les cas, aujourd'hui, il faut rencontrer sa communauté, il faut l'avoir au contact, il faut parler avec eux. Et c'est super important d'avoir la data du consommateur, c'est ce qui fait quand même la grosse différence. Mais par contre, il faut surtout pas oublier la partie retail. Donc voilà, je regarde s'il y a encore quelques questions. Je suis désolé, on peut pas répondre à tout le monde, hein. C'est toujours difficile de pouvoir répondre à tout le monde dans le temps imparti. Je regarde. Euh, Après, il y a des questions pour toi, David, sur la partie purement pharmacie, comment tu gères ça, mais je pense que c'est des trucs un peu trop techniques. Attendez, là, il y a une question. J'ai vu, est-ce qu'on peut être en pharmacie, en grande distribution? Oui, c'est possible. Ouais, Et il y a des stratégies aussi de différenciation par la gamme qui sont possibles, d'avoir une gamme plus adaptée à la pharma et une gamme plus adaptée à la grande distribution. ok. Et juste une dernière question, celle de Clémence qui disait comment vous recrutez les animations terrain? C'est-à-dire comment Ouais, tu ben, fais? Est-ce que c'est externalisé, c'est en interne, c'est un mix des deux? Comment tu fais? non, c'est en externe. On utilise deux agences, Manners et Student Pop, qui sont des agences qui Ok. permettent d'avoir des étudiants les week-ends qui veulent arrondir les fins de mois et travailler pour des marques. Donc, voilà ce qu'on utilise aujourd'hui. Ça marche plutôt bien et on arrive à avoir les mêmes étudiants d'une semaine sur l'autre. Et tu arrives à avoir un niveau de qualité, d'explication de la marque suffisamment satisfaisant avec eux. À partir du moment, généralement sur la première animation, c'est un peu difficile, mais dès la deuxième ou la troisième, oui. Ok, ok, super intéressant parce Et que là, du coup, en plus, c'est très flexible et tu peux le dupliquer énormément sans avoir les coûts fixes, quoi. Donc ça, c'est quand même génial. oui, et on anime tous les samedis, nous. Donc, tu vois, c'est quand même Tous les samedis? indispensable. Oui, tous les samedis, on anime. Ah ouais, ok, ok. Ouais, ouais. Donc, il y a une intensité qui fait qu'à un moment, tu peux pas non plus. En interne, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Impossible. Ouais. Ok, mais du coup, t'as pas d'animateur terrain encore. Ok, très bien. Non, Enfin, d'animateur interne, pardon. Ok. non, non, non. Mais je sais qu'il y a des modèles qui font avec du CDD aussi, qui ont des personnes en CDD 20 heures par mois ou 30 heures par mois qui font des animations le samedi, par exemple. Ouais, mais franchement, ta solution, elle est super flexible, c'est quand même pas mal, quoi. Ok, top. Ben, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation, vos questions, votre engagement. Désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions. Vous pouvez en tout cas retrouver les Miraculeux sur lesmiraculeux.com et aussi sur leur Instagram. N'oubliez pas, attention, sur Instagram, il y a un petit FR à la fin. Franchement, ces produits, moi, je les utilise depuis un petit moment, ils sont absolument dingues. Vous avez plein d'usages possibles. Allez-y, faites-vous plaisir. Un grand merci, David, pour ta Merci participation Vincent, et pour ton merci à temps. C'est tous. vraiment trop cool d'avoir pris le temps. Et si vous voulez aller plus loin
pour vos sujets retail et vos distributions, surtout n'hésitez pas à contacter Digital Native Group ou moi directement à l'adresse mail indiquée. Et à la fin de ce webinaire, vous recevrez dans les minutes qui vont suivre un email avec le replay si vous voulez regarder de nouveau des informations. Donc voilà, en tout cas, un grand merci à vous tous pour votre présence et vos questions. Et je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Au revoir. À bientôt. Bye.